refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revenir sur la deuxième partie de notre rétrospective 2012, la dernière de l'année. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Pour ce dernier numéro de l'année d'On refait le Mac, place à la seconde partie de notre rétrospective 2012. L'occasion de revenir sur la guerre sans merci que se livrent Apple et Samsung, sans oublier l'arrivée de l'iPhone 5. Peut-on vraiment parler d'une déception face au Galaxy S3 ? Quant à l'iPad mini, sa sortie n'était pas trop tardive pour rivaliser avec les Kindle et autres Nexus 7. Débat, et n'oubliez pas de participer au concours organisé par notre partenaire Qobuz, le site de téléchargement et de streaming musical haute fidélité vous propose de gagner 10 abonnements de 3 mois à l'offre hi-fi intégrale qui propose une qualité d'écoute en streaming digne du CD. On refait le Mac, épisode 123, rétro 2012, deuxième partie. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse, la touche charme d'On refait le Mac, bien sûr, Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va ? Bonjour, écoute, ça va très très bien. On la dernière de l'année, Fanny. Noël. Ouais. Bon, notre Fanny qui joue également le rôle de vigie du web, et on a plein de questions sous Twitter ce soir pour faire terminer cette année. Bon, on va essayer de tout envoyer. Autre chronique récurrente dans On refait le Mac, c'est ce personnage mystérieux, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Il s'agit bien sûr de Monsieur X. Bonjour Monsieur X, comment ça va ? Salut Olivier, impeccable. Écoute, je suis ravi d'enregistrer depuis le fin fond des locaux de iCreate. Oui, il triche, il est juste à côté de moi. Ouais. Par contre, il faudra dire au iChef à cette heure-là de nous laisser des bières et des cahuètes, là, parce que... le message passera. Le message sera... J'espère qu'il entendra. S'il regarde l'émission, il est obligé de la regarder, sinon je le gronde. Autre invité que vous connaissez bien dans On refait le Mac, un personnage truculent. Il s'agit bien sûr de notre investisseur, podcasteur et entrepreneur dans On refait le Mac, à savoir Rodrigo Sepulveda Schulz. Bonjour Rodrigo. Ah non, à cette heure-ci, tu dis bonsoir, donc bonsoir à tous. Ouais, mais les gens regardent le matin, donc on dit bonjour. Attends, mais il fait nuit noire dehors, de quoi tu parles ? Mais non, c'est un trucage. On a plein de moyens, On refait le Mac. Voilà. Ouais. Et dernier chroniqueur, dernier invité dans On refait le Mac, vous l'avez découvert à plusieurs reprises dans On refait le Mac. Il s'agit de Stéphane Zibi, qui est directeur du développement. C'est ça, Stéphane, chez Imakina. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir. Alors, on s'était arrêté juste avant le début de l'été, la semaine dernière, sur notre rétrospective 2012. Mais avant de commencer la revue de presse et la revue de l'année, un petit mot avec Monsieur X qui a pas mal buzzé cette semaine sur le web et notamment sur Twitter. Ça a pas mal inspiré notre caricaturiste de talent, à savoir Steph Cartoon. Alors, éloigner les enfants, petit parce que l'image peut choquer les plus jeunes. Notamment, Monsieur X, vous avez sorti une petite saillie sur Twitter assez rigolote cette semaine. Rappel des faits précédents pour ceux qui ont loupé les épisodes. Vous avez dit les réseaux sociaux, c'est comme une fille que tu embrasses la première fois et que tu mets la main dans la culotte. Non. Alors, mais qu'est-ce qui vous prend ? On va la refaire. J'ai dit sur Twitter, après que Fanny se soit plaint ou émue en tous les cas des changements de conditions d'utilisation des photos d'Instagram. Instagram va peut-être utiliser nos photos pour faire de la pub et entre guillemets nous spolier de nos droits. Qu'il ne fallait pas s'étonner que les réseaux sociaux c'était comme quand tu embrassais une fille pour la première fois et qu'elle te mettrait elle la main dans la culotte. Voilà. Excusez-moi, c'était j'avais un pas petit compris. peu Alors voilà ce que ça une fille offensive quoi. Voilà ce que ça a inspiré à notre ami Steph Cartoon. Alors je cite Mister X et la théorie du premier contact vu par les réseaux sociaux. Important, oui, d'accord, position intéressante, Monsieur X. C'est important que le premier baiser soit échangé avant. Vous comprendrez, mademoiselle, qu'avec un peu plus de retenue, on aurait pu rester amis. Voilà, les enfants peuvent revenir. Et l'esprit de Noël, Monsieur X, l'esprit de Noël. Hein, oui, je sais, mais les réseaux sociaux, c'est ça, je connais un petit peu. Il ne faut pas s'étonner s'ils nous violent. Hein. C'est un petit peu dans leur charte de fonctionnement. On essaye de ne pas trop vous violer, nous, on refait le Mac, mais bon. Non, mais tu sais ce qu'on dit dans la Silicon Valley, si un produit est gratuit, ça veut dire que le produit, c'est toi. Très, très, très bon. Très bien. Alors, si on passait par l'été et par un bref résumé des mois de juillet et d'août en images. L'été a été chaud pour Apple qui dévoile la dernière version d'OS 10 alias Mountain Lion, mais c'est surtout
surtout le procès qui oppose Apple et Samsung aux États-Unis qui fait encore monter la température estivale. Le Coréen est ainsi condamné à verser plus de 1 milliard de dollars à la pomme. Une victoire pour Apple qui ne semble rien troubler les ventes de Samsung. Alors l'été a été chaud pour Apple, à commencer par l'arrivée de Mountain Lion. Brièvement, messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée de la dernière version, du dernier opus d'OS 10, puisqu'il ne faut plus dire Mac OS 10 dorénavant, désormais. Alors la semaine dernière, je l'ai appelé le Vista du Mac, parce que moi, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'en matière d'inspiration, c'est un peu la panne sèche chez Apple du côté d'OS 10. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On pourrait peut-être commencer par Monsieur X. Bah écoute, moi je suis ni déçu ni content, j'ai pas l'impression d'avoir une nouvelle version de macOS 10 avec moi depuis Mountain Lion, simplement entre guillemets une évolution qui aurait pu être un service pack dans les versions précédentes. Elle était payante, 29 voilà, €, bon, c'est pas non plus. Ce que je sais, version. c'est que j'ai payé 29 €. Pas non plus, et que je ne me souviens même plus à l'heure qu'il est des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées avec Mountain Lion. Voilà, donc... ça t'a pas marqué, quoi. Ça m'a vraiment pas marqué. Et franchement, j'utilise quasiment rien de ce qu'il y a eu de nouveau dans ce système d'exploitation, ou alors je m'en souviens pas. Rodrigo ou Stéphane, peut-être une réaction? Mountain Lion, je retiens 3 trucs. Ouais. Le premier, c'est qu'il y a AirPlay vidéo. Donc je peux balancer l'écran de mon MacBook Air sur ma télé à travers une Apple TV. Ça, c'est extrêmement pratique dans un contexte à la fois familial et professionnel. Pour les présentations. Familial un peu moins, Rodrigo, parce que ça envoie l'image, mais pas le son. Donc si tu veux envoyer un film... T'as le son aussi. Hein. Bah, viens chez T'as moi. le son? Ça marche. Je ne sais pas chez moi. Ça Alors, il y a un marche. bug sur mon Apple TV. Voilà. D'accord, ok. En revanche, pour la vidéo, c'est un petit peu lent si tu es en Wi-Fi, donc il faut être en filaire, donc ça perd un petit peu de son intérêt. Ouais. Néanmoins, le AirPlay vidéo, c'est la seule vraie raison pour passer à Mountain Lion, c'est vachement bien. Le deuxième truc, c'est que ça ne supporte pas les vieilles machines. C'est très embêtant ça. Moi j'ai un Mac Pro 1,1, donc acheté en janvier 2006. Ouais, c'est vieux quand même, Rodrigo. Là. Attends, Il y a 6 ou 7 ans, bah écoutez, j'enregistre le podcast avec vous toutes les semaines dessus, il marche encore super bien. C'est pour ça. Je veux déjà raconter, je l'ai boosté comme un cochon, il y a des disques SSD dessus, je suis en RAID 5, et je suis en RAID 0 dessus aussi, en striping et de la mémoire en voiture, voilà. Donc il marche très bien 6 ans après. Mais je ne peux plus l'upgrader à Mountain Lion, il veut pas. Il faut que j'ai un truc qui a que 2 ou 3 ans, donc ça c'est une grosse connerie. Parce que il y a l'option Mountain Lion Server qui coûte genre 15 ou 20 $, qui est vachement bien si vous avez un réseau local à la maison, ça vous fait partage du fichier, tout ça. On s'en ficherait, sauf que sur un Mac Pro, il y a 2 prises Ethernet et qu'il y a un serveur VPN sur Mountain Lion Server. Ça sert à quoi ? Eh bien, vous mettez un VPN sur une prise qui va sur Internet et du coup toute votre maison est en VPN à l'intérieur. Et ça c'est très très bien pour plein de choses, je vous laisse découvrir pourquoi. Bien, merci Enrico, j'ai rien compris mais c'est pas grave. Stéphane, peut-être c'est-à-dire qu'attends, mais tout simplement, que ta maison n'est plus sur une adresse IP française. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Ah, là, j'ai mieux compris, là, ça y est. Voilà. Clair. Non, Stéphane. il y avait un truc bien, non, il y a un truc super dans Mountain Lion, à part les fonctionnalités d'AirPlay qui sont vraiment top. Ça, c'est sûr que je l'utilise tout le temps en permanence au bureau, en tout cas. Ça a permis en fait que Windows, quand ils ont sorti Windows 8, eh ben, ils ont utilisé les mêmes prix en gros d'upgrade. Et donc en gros pour 19,95, je crois, pour ceux qui avaient Windows 7, ils pouvaient upgrader sur Windows 8. Donc ça c'était bien ça, en gros de changer un petit peu les choses de ce côté-là, parce que pour moi il y a plus de nouveautés dans Windows 8 que dans Mountain Lion. C'est moi qu'on puisse dire. Et comme l'a dit Monsieur X, on s'aperçoit même pas des fonctionnalités. Message, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on est content d'avoir ces SMS qui arrivent sur l'ordinateur en même temps que sur le téléphone? C'est un peu le bordel, hein. Avec 2 interfaces différentes, complètement, non, franchement, 2 fenêtres. Je crois que là, il y a... C'est pas au point. Je crois que ça a été, pour la conclusion, une mini-conclusion, c'est que pour moi, apparemment, c'est plus un objet, ou c'est plus un produit auquel Apple fait attention. Ils font des upgrades parce qu'il faut faire des upgrades, presque par obligation. On se demande... voilà. Se demande quelle est leur priorité aujourd'hui, quoi. Fanny, il y a des questions par rapport à OS 10 sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier? Alors, il y a une question et il y a des réactions. Il y en a un qui dit, alors on a Francine qui dit, le centre de notification, lui, il a adoré. Il trouve que c'est une grande avancée. Ouais. On a Fabrice Erard qui ça dit existait que déjà c'est une avec des simple mise à utilitaires jour. avant. Ouais.
Bon. Bon, Fabrice Erard qui dit ce n'est qu'une simple mise à jour sans grand intérêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a ici. Alors on a une question de Alexandre Laoud qui voudrait savoir est-ce que à force de vouloir unifier OS 10 et iOS, on va se retrouver avec un iOS 10, Launchpad, etc. Alors, la logique voudrait qu'on aille vers le tactile, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Qui veut répondre à cette question? Peut-être Moi, Stéphane je ou commence Monsieur X? à peine à Rodrigo. utiliser, j'ai mis sur un corner de mon MacBook Air, je commence à peine à utiliser le Launchpad justement avec toutes les icônes. C'est pratique parfois, au lieu de mettre toutes les icônes sur la barre de menu à droite ou à gauche, suivant. Non, mais ça sera peut-être pour la fin de l'émission quand on parlera des choses en 2013. Mais La prospective. oui, ouais, mais ça, il est fort probable que nos iPads, nos iPhones vont servir de télécommande à quelque chose. Alors ça peut être des ordinateurs ou quelque chose de plus grand. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Alors bien sûr l'été, on a parlé dans le mini-sommaire de ce mois de juillet, de ce mois d'août. Le mois d'août et l'été a été très chaud pour Apple et Samsung qui ont livré bataille. L'un tribunal californien donc condamné le Coréen à verser plus d'$1 milliard à Apple. Avec le recul, on a quelques mois de recul maintenant, on n'a pas vraiment l'impression que ce scénario catastrophe pour le Coréen, pour Samsung, soit vraiment si dramatique que ça, au-delà de la somme importante qui reste à payer ou qui devra être payée, puisque le Coréen a fait appel. Et au-delà, est-ce que vraiment l'image de marque de Samsung, d'après vous, mesdames, messieurs, a été atteinte par cette décision de justice? Je n'ai pas l'impression, personnellement. La réponse pour moi est simple, pas du tout. Je pense que les gens s'en souviennent même pas. Et en tous les cas, que ces histoires de procès intéressent les fans comme nous, peut-être certaines personnes qui suivent l'économie de près, mais la masse des acheteurs de smartphones ne sait même pas que ce procès a eu lieu. Donc ça ne touche pas l'image de marque de Samsung. Et auprès des gens qui sont vraiment fans de la marque Apple ou Samsung ou qui sont très près de ce qui se passe au niveau des technos de smartphones, je pense que les gens sont partagés 50-50 entre Apple a peut-être raison de faire respecter sa propriété intellectuelle et de l'autre côté, Apple est vraiment tatillon. Bientôt on va finir en prison si on dessine même le logo Apple dans une présentation. Donc je crois qu'au global c'est neutre. Si quand même une chose, Apple va récupérer $1 milliard dans l'histoire et ça c'est pas rien, mais pour eux, c'est rien. Voilà, ça changera pas la stratégie des non, entreprises. Ils ont 130 milliards en liquidité, mais ce matin, ils ont été condamnés sur autre chose, Apple, non? Ouais. Sur des violations de brevets, sur d'autres Oui, il y a trucs, d'autres procès. Cette bataille de brevets, on sait que c'est vital pour ces entreprises, mais il n'y a qu'à voir les chiffres. C'est vrai que ce milliard qui a été donné par Samsung, c'est plus symbolique, même s'il y a eu même une sorte de hoax qui est sorti quelques jours après, disant que Samsung avait envoyé 3 camions avec des pièces de 1 cent pour... Non, c'était un joli hoax, mais non. Mais c'était pas vrai. Non, parce que surtout que la décision n'est pas encore entérinée. Oui, bien sûr. Donc en gros, voilà, Samsung a fait appel. Même si c'était assez drôle, l'idée elle-même était assez drôle et je pense que oui, j'en souhaite bien du plaisir. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas si vous avez lu, mais toute la dépêche qui était Samsung a écrasé Apple et Nokia en 2012 sur les ventes de smartphones. Je ne sais pas si vous avez lu, là je suis en train de la reparcourir. Oui, en part de marché. Samsung est passé à 29%, je crois, et ensuite, devenu numéro 1 mondial. Samsung, comme on le disait la semaine dernière, est devenu numéro mondial de la téléphonie mobile, sachant que le smartphone, aujourd'hui, ils se vendent plus de smartphones cette année que de téléphones traditionnels. Voilà. Et donc c'est pour ça... Alors, tu le disais Stéphane à l'instant, c'est une guerre de brevets. On comprend mieux pourquoi et maintenant les constructeurs, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, déposent des brevets pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment une vraie guerre de brevets. On comprend mieux donc aujourd'hui, en clair aujourd'hui, si Apple devait investir aujourd'hui le marché, il aurait les pires difficultés parce qu'il n'aurait pas l'intégralité des brevets. En clair aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie. Ça va être compliqué d'avoir des nouveaux entrants sur les smartphones qui ressemblent aux produits Apple et Samsung de maintenant, ça c'est sûr, et c'est même pas pour les nouveaux entrants, c'est pour les gens qui étaient là avant et qui veulent revenir. On se rappelle de Nokia, qui doit jongler avec cette forêt de brevets, les gens de Sharing qui font le BlackBerry, qui doivent aussi, au moment où ils veulent sortir des produits tactiles, jongler avec cette forêt de brevets, et puis on oublie...
aussi Motorola qui a été racheté par Google et qui essaye de s'en tirer et qui a du mal. Et puis aussi Sony qui a racheté les parts d'Ericsson dans Sony Ericsson et qui essaye aussi de s'en sortir. Donc là, oui, effectivement, c'est très compliqué. Et l'affaire de l'année dernière, souvenez-vous, c'est Nortel. Nortel qui a vendu ses brevets à hauteur de 4,5 milliards de dollars. C'est considérable. Et par un consortium mené par Apple et Microsoft. Donc on voit que la guerre est concentrée, les droits de brevets aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre de cette industrie-là. C'est un peu dommage. On aurait préféré l'innovation. Tu sais, par exemple, quand tu regardes dans les classements des fabricants en termes de chiffre d'affaires de mobile, il y a 2 Chinois. Et je pense qu'ils auront le plus grand mal pour pouvoir ne serait-ce que pénétrer les marchés occidentaux, que ce soit ZTE ou Huawei. Huawei, mais ZTE, oui, ils vont avoir du mal, mais Huawei, ils sont quand même prêts à passer l'offensive. On attend Barcelone là au mois de février. Ils ont quelques liquidités. Tu sais, quand tu regardes. Mais Huawei, en tout cas, ils ont du produit qui dépote bien techniquement et au niveau du design. Et on va voir justement comment ils s'en sortent au milieu de cette foire au brevet. Huawei, ils ont recruté énormément dans les équipes européennes des opérateurs européens. Je le sais, j'ai un copain qui vendait du cœur de réseau chez France Télécom, il est parti en Chine bosser chez Huawei. Et dans la partie consommateur, grand public, toutes les clés 3G qu'on a pu acheter, les MiFi sont Huawei aujourd'hui. Vous êtes Et Domino. Ouais. Voilà, donc ils ont vraiment une expérience déjà qu'ils commencent à construire depuis quelques temps. Mais je voudrais juste rectifier un truc que tu as dit, Olivier. Tu disais, moi j'aime pas tous ces brevets qui arrivent, je préférerais avoir de l'innovation. Je pense que c'est une bêtise ce que tu as dit. Une de plus. Une de plus. La dernière grosse de 2012. Allez. L'émission n'est pas finie. La partie brevet, ça fait partie intégrante des stratégies d'innovation. Et donc, quand tu as trouvé un précaré où tu peux faire... Oui, mais pas le rachat de brevets, quoi. Mais si. Quand tu vois qu'Apple, la semaine dernière, se positionne pour acheter les brevets de Kodak... Laisse-moi finir maintenant. Et donc, quand tu as trouvé un territoire où tu es fort, tu construis des barrières autour. Et puis, si tu sens qu'il y a des faiblesses dans ton donjon et que tu peux aller plus vite en rachetant des brevets, tu rachètes des brevets. Donc, ça fait partie intégrante de la stratégie d'innovation. Du point de vue d'Apple et des entreprises en général, c'est une bonne stratégie que de faire des brevets pour protéger ces innovations. Et moi, je l'ai toujours poussé dans les entreprises où j'étais, et encore aujourd'hui. Maintenant, Apple pousse le bouchon extrêmement loin. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu... si ce n'est limite rigolo vu de chez nous. Je prends un exemple qui n'est pas tout à fait dans les smartphones mais dans macOS 10. Apple vient d'obtenir un brevet pour breveter le petit son, vous savez, que fait votre Mac quand vous le démarrez, qui s'appelle le Startup Chime. Il est au début du générique dont refait le Mac. Il est au début du générique dont refait le Mac. Moi, je pense que Apple va t'appeler pour te faire payer des royalties. Ça, en revanche, ça devient ridicule. C'est plus protégé de l'innovation. C'est de la paranoïa aiguë. Dans Wall-E, ils ont payé Disney pour Pixar. Oui, bon. Oui, mais c'est bien sûr, je comprends ce que tu dis, monsieur X, mais d'un autre côté, si on se reportait à quelques années en arrière du temps où le Mac a été lancé, le Mac n'aurait pas pu exister avec cette guerre de brevets, s'il y avait eu cette guerre de brevets à l'époque, parce que souviens-toi, ce qui a inspiré le Mac, c'est une autre entreprise, c'est Xerox, et Steve Jobs n'aurait jamais pu le lancer. Mieux, Bill Gates n'aurait pas pu lancer Windows, tout simplement parce qu'Apple aurait tué dans l'œuf le projet de Microsoft à l'époque, et depuis on voit que ce qui est le moteur de la Silicon Valley, c'est bien sûr l'innovation, mais c'est aussi le service juridique des boîtes. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Mais bon, passons, on avance. C'est vrai que c'est pas une spécialité très européenne non plus. Voilà, mais bon, c'est une question de culture. Donc c'est vrai que on l'a dit, Samsung est dans l'œil du cyclone, mais il n'a pas vraiment souffert en termes d'image, puisqu'ils vendent des Galaxy S3 à tour de bras. Mais pourtant, le principal rival et je dirais le principal responsable entre guillemets de la copie de ce qu'il y a aujourd'hui dans un iPhone, au-delà du matériel, c'est le logiciel. Et le logiciel, c'est pas Samsung, c'est Google. Pourquoi Apple ne poursuit pas Google, selon vous ? Pour moi, attaquer Google, je sais pas. Pour moi, Apple et Google ils savent qu'ils sont en position dominante. Ils ont laissé les miettes à Microsoft. Si l'un a besoin de l'autre pour pouvoir équilibrer le marché, parce que si l'un disparaît, l'autre se retrouve presque pas en position dominante parce qu'il n'y a pas encore les parts de marché qui pourraient oui, mais en l'occurrence, là, c'est pas son métier de base de faire de la téléphonie mobile. Mais c'est un moteur de recherche, faut pas l'oublier. C'est un moteur de recherche. Ils ont racheté Motorola, ils font de l'électricité, ils font
tout et n'importe quoi. Enfin bon, c'est une entreprise omnipotente. Et pour moi, je pense qu'elle a un besoin de l'autre. Sinon, il y aura obligatoirement une situation dominante et une situation dominante. Quand Microsoft a eu ça, ils ont payé je sais pas combien d'amendes à chaque fois, on sait jamais. C'est pour ça que Microsoft a aidé Apple il y a quelques années lorsqu'ils menaçaient de disparaître. Monsieur X Rodrigo, vous êtes d'accord avec l'analyse de Stéphane ? Oui, il a absolument raison. Il a absolument raison. Non, Et, si. c'est pas vrai. Ah mais si. Il a absolument raison. Les équilibres ont été théorisés par un monsieur qui s'appelait John Nash. Il a fait beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, ça fait un très beau film, Beautiful Mind. Il y a absolument besoin de ça pour ne pas être en situation de monopole. Le raisonnement probablement derrière Google pour lancer Android, au-delà du fait qu'il joue dans une cour très petite de moins de 10 acteurs qui sont présents sur plein de trucs et c'est pas le moment d'en parler, c'est que l'accès à l'information sera mobile. De plus en plus. C'est leur avenir. C'est la déferlante, ils l'ont compris. Et donc, si l'on ne maîtrise pas l'appareil, l'environnement, l'OS, le moteur de recherche Google ne serait pas présent de cet accès mobile. Et tu vois, si on était dans un univers uniquement Samsung qui tournait sur un truc, peut-être qu'ils auraient fait un deal avec quelqu'un d'autre et Google n'aurait pas accès à cela. Ouais. C'est pour ça. Donc, c'est leur cœur de métier, en fait, d'être présent sur le mobile pour donner accès à la recherche qui est leur business model. Et peut-être que pour Apple, c'est peut-être plus... pas plus économique, mais en tout cas, si de multiplier les procès contre des acteurs, des constructeurs différents, que de faire un procès unique, frontal, face à Google. Voilà, en termes mais tu sais, on en avait parlé, j'avais parlé des pots de banane dans Mario Kart. Ouais. Ça, c'est des trucs où on paye les avocats, c'est très long, c'est très fastidieux, ça encombre les tribunaux, ça sert à rien, t'apprends 5 ans, et puis au final, on fait un settlement entre gentlemen, en dehors des tribunaux. Ça ne sert qu'à retarder le lancement d'un produit. Sur des cycles de vente de produits qui sont extrêmement courts, sur de l'ordre de 6 mois à 12 mois, retarder un truc de 6 mois, ça a beaucoup de valeur en fait. Alors retarder, tu le disais Rodrigo, lundi dernier le tribunal de Saint-José a rejeté la demande d'Apple qui souhaitait voir appliquer une interdiction de vente de 26 terminaux de Samsung aux États-Unis. Donc on voit que le feuilleton judiciaire n'est pas terminé. Donc les produits Samsung peuvent continuer à être vendus aux États-Unis. Et cette semaine, autre coup de théâtre, on a appris que Samsung renonçait à toutes les demandes d'interdiction des produits d'Apple en Europe. Ça concerne l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France notamment. On va voir comment ça va évoluer. C'est un long feuilleton judiciaire. Dernier élément qui a marqué l'été, bien sûr, c'est l'action d'Apple qui atteint des sommets. Le 20 août, elle a dépassé la plus grande capitalisation boursière historique enregistrée aux États-Unis. L'action a atteint $662, soit 622 milliards de capitalisation boursière, un record. Pour mémoire, le précédent record était détenu par Microsoft, tout un symbole, avec 620 milliards de dollars. C'était en 99. Et elle ira plus loin puisqu'elle dépassera les $700 juste après l'annonce de l'iPhone 5. Mais l'iPhone 5, c'est dans le mois qui vient juste après. Mais avant, n'oubliez pas, petit rappel, notre concours organisé par notre partenaire Cobuzz pour remporter 10 abonnements de 3 mois à l'offre IFI intégrale qui offre une qualité d'écoute digne du CD. Waouh, n'hésitez pas, tout ça en streaming, c'est à la fin de l'émission. Tout de suite, le mois de septembre. Septembre voit enfin l'arrivée de l'iPhone 5. Il y avait urgence tant son rival, le Galaxy S3, se vend comme des petits pains. Le dernier smartphone d'Apple semble moins faire l'unanimité que ses prédécesseurs. Les critiques sont-elles justifiées? Les ventes moins bonnes? Pas si sûr. Alors on l'a dit, le mois de septembre a été marqué par l'arrivée de l'iPhone 5, un téléphone qui était très attendu, et c'est plutôt, la déception qui semblait dominer, à savoir les consommateurs, les médias. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que c'est pas à voir aussi du côté du culte du secret d'Apple qui fait que finalement il n'y a pas eu de surprise, Monsieur X, autour de cet iPhone 5? Tout ce qui avait été annoncé par la rumeur est arrivé, donc forcément une petite frustration de ce côté-là, non, Monsieur X? Alors, 2 questions en une. Ben oui, c'est ma D'abord, spécialité. surprise ou pas surprise? Non, plus de surprise. Mais ça, c'est pas spécifique à l'iPhone 5. On voit depuis un an avec les sorties de l'iPad et des iPhones qu'Apple n'arrive plus à garder le secret. Et ça va être de plus en plus dur. Bon, c'est pas inintéressant pour nous. Ça nous permet d'avoir un peu d'infos avant. Après, sur l'iPhone 5, le produit en tant que tel, moi je vais juste donner rapidement mon avis perso. D'abord, je l'ai acheté. Voilà.
Ah, c'est toi. Et je regrette absolument pas. Bon, hormis le prix, ça a été douloureux, mais je regrette absolument pas. Douloureuse. Ouais. Le produit, d'un point de vue objet, est vraiment très beau. Et encore, c'est une litote. Quand je dis ça, il est extrêmement beau et robuste. Moi, je trouve que le fait qu'ils aient grandi l'écran, mais pas en largeur, je suis vraiment d'accord d'un point de vue ergonomie avec Apple, c'est pratique parce que c'est pas trop grand et on l'a bien en main avec une main et on n'a pas besoin de deux mains. Donc moi, ça me plaît aussi beaucoup. C'est rapide. Maintenant, quelques mois après, toutes les applis ont été optimisées. Mes déceptions, elles sont plutôt au niveau applicatif, et puis ça reste un peu un produit élitiste vu son prix, mais l'objet est juste magnifique. J'ai reparamétré mon iPhone 4S pour ma femme, qui ce week-end est enfin passée au smartphone. Enfin, Madame Colombo, Madame Y. Elle tente de passer au smartphone après avoir été avec des Nokia à touche pendant 10 ans. Eh bien, je te promets, je ne repasserai pas sur l'iPhone 4S. Il me faisait vraiment plus envie, ce produit. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Et c'est vraiment un objet qui restera dans l'histoire d'Apple. Il est vraiment d'une finesse absolue. Voilà. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord sur le... Alors, il y a beaucoup de manière générale, le sentiment, la note de musique générale qu'on a entendue de manière un peu récurrente dans les gens, dans les Apple Store, dans la rue, dans les médias, c'est qu'Apple était peu en panne d'aspiration, il n'innovait plus avec l'iPhone 5 et c'en était une matérialisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Apple puisse révolutionner le marché tous les ans avec son iPhone ? Non. Franchement. C'est pas possible. C'est pas possible de sortir tous les ans un nouveau téléphone avec plein d'innovations. Ce que dit Monsieur X est tout à fait vrai. C'est quand rien que la première, on a un iPhone 4 ou 4S et on prend un iPhone 5 dans la main, on voit tout de suite, rien qu'avec le poids, la différence. Et après l'écran, etc. C'est vrai que c'est un très bel appareil. Après, il y a les mauvais côtés. Je pense que de la vie générale, la batterie est un énorme problème. On nous l'a vendu ou survendu comme étant formidable. C'est pas vrai. À l'usage, mais en tout cas par rapport à ta question, innover chaque année, faire la révolution chaque année, c'est même limite dangereux pour une entreprise. Voilà, on en parlera pour l'iPad, mais innover pour innover et sortir pour sortir, parce qu'on sait qu'ils sont attendus. En plus, ils ont rompu les rythmes où on avait l'habitude avant, c'était au mois de juin, c'est devenu à la rentrée. Peut-être l'année prochaine, il y aurait quelque chose en mars, d'après ce qu'on a cru lire. Donc en gros, les rythmes ils sont attendus. Voilà, changent, ils sont attendus. Donc on peut pas faire des expériences comme ça toutes les ans, quoi. Il y a eu beaucoup de malentendus, Fanny Rodrigo, au moment du lancement de l'iPhone 5. Le premier malentendu que les gens n'ont pas compris, c'était pourquoi ce téléphone n'était pas compatible avec la 4G en France. C'est vrai que ça a pu refroidir pas mal de gens en se disant mais quand la 4G va arriver, mon téléphone ne sera pas compatible. On a vu que depuis Bouygues tente aujourd'hui d'ouvrir son réseau à l'iPhone 5 et à la 4G puisqu'ils émettent sur la même bande de fréquence. C'est une question de fréquence. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, quelques couacs de communication quand même du côté d'Apple qui a pas forcément super bien vendu son iPhone au sens de la présentation, Rodrigo ou Fanny. Il n'y a pas eu que ça, parce que le iPhone 5, quand il est sorti, c'est aussi au moment où on a eu les annonces des Nokia pour le Lumia 920 et 820, où on a eu justement les Samsung qui étaient déjà arrivés avec le NFC. Et il y a eu aussi cette déception on fait pas beaucoup mieux, on lance pas les innovations qui étaient attendues, qui étaient déjà chez les autres. Et entre autres aussi la recharge par induction. Et je pense que ça, c'est des changements en effet ça va pas bouleverser la planète des smartphones, mais mine de rien, les autres l'ont fait. Pourquoi Apple le fait pas ? Ils sont toujours à la bourre, ils prennent toujours du retard. C'est un petit peu casse-pied. Et bon, en effet, la 4G, le temps que ça arrive sur le territoire français, le iPhone 6 l'aura sûrement. Oui, mais entre temps, il faudra changer son iPhone, Fanny. On le change. Voilà, exact. Oui, mais voilà, si tu veux, les gens qui ont un iPhone 5, en général, c'est ceux qui ont changé à chaque fois, donc ils passeront au 6. Voilà. Mais c'est ça le calcul un petit peu d'Apple qui commence peut-être à hériter quelques consommateurs aussi. C'est vrai. Et voilà, pareil pour le NFC. Le NFC, on sait que ça peine à démarrer. Oui, il n'y a pas un tas de raisons. Oui, mais il n'y a pas vraiment de marché du NFC aujourd'hui. Oui, mais tu sais... Ça va arriver très vite, là. Franchement, je pense surtout si Apple s'y met. Olivier, Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin qu'Apple... On en reparlera l'année prochaine. Olivier, en contrepartie, quand tu achètes l'iPhone 5, d'abord aujourd'hui, à l'heure où on parle en France,
quel que soit l'opérateur quasiment. C'est quand même le téléphone qui donne avec la H+, le débit descendant et montant le plus rapide. D'accord. En 3G. Oui, enfin en H+. En H+, la dernière évolution de la 3G. Voilà. Donc, à l'heure où on parle, la combinaison iPhone 5 et quel que soit votre réseau préféré, c'est ce qui se fait de plus vite en téléchargement. Et on parle de maintenant et pas de la 4G quand elle sera déployée partout sur le territoire avec des bandes de fréquences différentes entre les opérateurs. C'est là maintenant. D'accord. Donc quand tu as un iPhone 5, c'est toi qui as le débit descendant le plus fort. Et puis tu dis, ah oui, mais bon, il va falloir, quand la 4G sera vraiment là, changer. Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Mais j'avais encore ce débat avec un collègue hier soir. C'est vrai que tu le changeras si tu veux la 4G. Par contre, si la 4G n'est pas indispensable, ton iPhone 5, tu le pourras, comme tous les iPhones d'ailleurs, certainement le garder plusieurs années. Moi, ma fille a un 3GS, qui était mon 3GS d'origine, ma femme un 4S, moi un iPhone 5. Et beaucoup de gens ont des iPhones comme ça qui durent. Et la qualité d'Apple, c'est que iOS, et la dernière mise à jour iOS 6 est disponible même sur les iPhone 3GS, donc quelques générations avant, et donc le produit au global a une longueur de vie pour un smartphone qui est grande. C'est pas le cas dans le monde Android, où malheureusement, Android 4 sort, mais Android 4, ça marche sur le dernier smartphone Android Samsung. que tu as acheté. Si tu avais acheté un smartphone avec Android 3, même si Android 4 sort, tu peux pas le mettre à jour parce que les constructeurs ne font pas l'effort d'entretenir leur base installée. Donc moi, je préfère quand même Apple, d'un point de vue mise à jour, à mon avis, que Android, qui est un miroir aux alouettes, où là, pour avoir simplement la dernière version de l'OS, même pas la 4G, tu es obligé d'acheter le dernier smartphone, autrement tu as une bonne chance que ton constructeur préféré, HTC, Samsung, LG, qui tu veux, ne fasse pas la mise à jour de Android. Donc, avec l'opérateur, ouais. Alors, Apple est peut-être pas parfait, mais de ce point de vue-là, rétrocompatibilité et longueur de vie des produits dans le monde des smartphones, Apple a encore un peu une avance, ce qui fait que ton investissement est quand même un peu solide. Pour corroborer ce que tu dis, Monsieur X, pardon, je peux juste te dire, ce qui est intéressant, c'est que Samsung, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont sorti une version 4G du S3. Quand j'ai vu ça sur les panneaux publicitaires, j'ai été un petit peu déçu, on va dire. Et donc, on oublie donc souvent de le dire, on a oublié de le dire à ce moment-là, que c'est vrai que le concurrent à l'époque n'était pas 4G non plus. Mais c'est vrai qu'au moins, Samsung a annoncé une mise à jour. Ce serait bien que, mais c'est pas dans la culture de l'entreprise, qu'Apple puisse comme ça dire, on fera une mise à jour dans quelques mois, mais je pense qu'il faut plutôt attendre la version 5S, voire 6 de l'iPhone pour avoir droit à la 4G. Rodrigo, concernant les ventes pures de l'iPhone 5, encore une fois, il y a un relatif scepticisme autour d'Apple, du moins en France aujourd'hui, et autour de l'iPhone 5, en disant qu'en gros que c'était pas que le produit ne se vendait pas comme des petits pains. On a quand même quelques chiffres. 5 millions de ventes de l'iPhone 5 lors du premier week-end. 2 millions en 3 jours récemment en Chine. À savoir que Apple arrive dans de nouveaux marchés semaine après semaine. Pour toi, c'est un lancement loupé, cet iPhone 5 tu comprends les réactions de notamment beaucoup de journalistes qui pensent qu'Apple s'est loupé sur l'iPhone 5 ou au contraire, ils se vont bien cet appareil? Il y a plein de choses qui se bousculent en même temps. On attend toujours d'Apple de faire des trucs extraordinaires, et c'est vrai qu'il y a une petite déception à la sortie de cet appareil. Il est peut-être très beau, comme disait Monsieur X, mais il n'apporte pas grand-chose de plus. La partie révolutionnaire est la 4G, elle n'est pas disponible sur le marché français, sur pas mal de marchés dans le monde. Ouais, mais la concurrence aussi, Rodrigo, on l'a vu. Il faudrait quoi? Un quadricœur? Qu'est-ce que ça va changer? Je veux dire, mais c'est ce que je suis un écran plus gros, un écran plus grand. C'est ce que je suis en train de dire, c'est concrètement l'iPhone 5 apporte quoi par rapport à un iPhone 4S ou un iPhone 4? Pas grand-chose à part un petit peu plus d'espace sur l'écran. Donc il n'y a pas d'engouement massif des gens pour aller l'acheter immédiatement. Pas de raz-de-marée. Pas de raz-de-marée. On en a parlé tellement de fois, mais effectivement on est loqué sur 2 ans sur son appareil. Donc voilà. Ensuite, il y a effectivement un effet concurrence de Samsung. Vous parlez régulièrement des pelles à raclette. Ça plaît beaucoup. Effectivement, je le vois beaucoup dans le métro et des gens qui s'en servent. Oui, il y a un vrai engouement. Il y a un vrai engouement. Moi, je continue à dire que la valeur de son téléphone aujourd'hui est dans sa personnalisation et dans l'écosystème des apps qu'on a acheté. Donc le Switch n'est pas là, mais pour les primo-accédants au niveau du smartphone ou les gens qui ont les moyens de s'en acheter plein, Samsung est une très belle alternative. Donc un lancement raté, non, parce qu'on regarde la croissance d'Apple, mais pas à la hauteur de ce que les gens avaient imaginé ou spéculé
avant la sortie de ce téléphone. Et puis surtout, Rodrigo, à lui seul, Apple continue malgré tout, même s'il vend moins en termes de part de marché et moins présent par rapport à Samsung en termes de part de marché, il représente à lui seul 60% environ des profits de toute l'industrie des smartphones pour une part de marché mondiale de seulement 14%. Ce qui compte pour Apple, on l'oublie souvent, c'est la marge, Rodrigo. Pas que pour Apple. Mais Nokia existe encore à 24%. Non, mais sinon, ils auraient sorti des iPhones entrée de gamme, ce qu'ils n'ont jamais fait, quoi. Les iPhones et de fait, Nokia, on en parlait tout à l'heure, qui est à 24% de part de marché, vend des feature phones dans les marchés émergents et a une marge qui taquine les pâquerettes dans les 3 ou 4%. Donc oui. Toute entreprise qui vendrait en quelques jours autant de millions d'appareils signerait des deux mains, des pieds, et voilà. Donc c'est quand même, on peut rien dire contre les chiffres. Ouais. Est-ce que c'est pas, Fanny, Monsieur X, quelque part, le ratage de plan, on en parlait beaucoup la semaine dernière, qui est arrivé, la mise à jour d'iOS 6, en même temps que l'iPhone 5, qui a aussi un petit peu parasité le message, complexifié aussi la tâche d'Apple en disant, voilà, non seulement il apporte... la partie logicielle n'a pas suivi, en clair. La principale innovation qu'on attendait dans Maps, avec Maps, dans iOS 6, à savoir la navigation et à offrir une valeur ajoutée que n'avait pas Android. Et là, ça a été un vrai flop. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas contribué à ce que la perception ne soit pas très fine et que les gens se disent, finalement, pourquoi changer? En plus, le logiciel, ça ne suit pas. C'est pas que ça, mais ça a clairement pas aidé à l'image de marque. C'est une des premières fois où Apple, sur son iPhone, se plante comme ça, à mettre un truc pas fini et tout. Donc, ils l'ont pas volé, mais il n'y avait pas que ça. C'était à part l'appareil photo finalement et le format, ça changeait pas grand-chose. On l'a tous dit dans la presse high-tech. Donc voilà. Après, que ce soit un bon produit, il tourne très bien. Monsieur X, il a raison là-dessus. Il est très chouette cet iPhone 5, mais il n'y avait pas un besoin fondamental d'en changer en tout cas. Moi personnellement, je pense qu'ils n'ont pas assez insisté sur le design du produit et sur les changements que pourrait apporter le produit par rapport à l'ancien modèle. On a l'impression, comme ça à première vue, que c'est le même produit, mais tout a changé. Et c'est vrai que comme le disait Jean-Louis Fréchin dans cette émission, ce produit, il y a vraiment, en matière de qualité de fabrication, c'est une référence en termes du marché. Et je pense qu'ils n'ont pas insisté là-dessus. Ce qui ferait la première qualité, tu le disais, monsieur, ce qui fait la première qualité de l'iPhone 5 aujourd'hui, c'est son design et sa qualité de fabrication. Et sur ce point, je pense qu'ils ont un peu trop poussé peut-être le logiciel où ils n'ont pas forcément la même valeur ajoutée qu'ils avaient autrefois. Sinon, il n'y aurait pas eu le remue-ménage dont on va parler dans le mois suivant, c'est-à-dire le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est au mois d'octobre qu'Apple dévoile l'iPad mini. Il va avoir la lourde charge de contrer les Kindle Fire et Nexus 7. Encore faut-il pouvoir le trouver en magasin pour qu'il puisse atterrir en temps et en heure au pied du sapin. Et surprise, Apple annonce le départ de Scott Forstall. Le père d'iOS mais aussi de Plan paye le prix du ratage du lancement du logiciel de cartographie de la pomme. Alors, on l'a dit, l'iPad mini est arrivé au mois d'octobre. C'était vraiment une rumeur récurrente. La vision de Steve Jobs a quelque part été contredite, notamment par Phil Schiller, même s'il a longuement expliqué sur la scène, souvenez-vous, que certes c'était un 7 pouces, mais un 7 pouces 4 tiers, donc c'est beaucoup mieux qu'un 16 neuvième. Donc comme quoi il n'a pas trop contredit Steve Jobs qui affirmait qu'une 7 pouces c'était de la merde, voilà en gros, pour le paraphraser. Il a plutôt commencé très fort, puisque les iPads sont vendus à 3 millions d'exemplaires en l'espace des premiers jours de commercialisation début novembre. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, l'iPad mini, l'iPad 4 mélangés. En gros, d'ici la fin de l'année, on peut penser que le nombre d'iPads vendus cette année dépasse les 100 millions pour la première fois chez Apple. La première question qui me vient, c'est pourquoi avoir tant tardé pour sortir un iPad mini? En clair, est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tard dans le calendrier des sorties? Est-ce qu'il n'est pas si facile à trouver que ça, l'iPad mini en magasin aujourd'hui? Monsieur, est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tard, cet iPad mini chez Apple? Si tu prends un calendrier commercial idéal, il est vraiment arrivé tard, puisque les produits qui se vendent à Noël, en général, il vaut mieux faire les négociations commerciales avec les revendeurs secrètement en juillet, août, et puis les lancer en septembre, qu'ils aient le temps de s'imposer en termes de communication, en termes d'état d'esprit. Là, il est arrivé non seulement tard, mais en plus, il est arrivé après le lancement des
des nouveaux iPods en catapultant un petit peu les annonces qui avaient été faites sur les iPod Touch, et c'est ça un peu qui nous a perturbé. Il arrive tard, et en plus il arrive après des iPod Touch qui ont à peu près le même prix ou dont les prêts se recouvrent. Donc c'est vraiment pas une introduction produit sereine de la part d'Apple. Par contre, il était vraiment un peu bousculé, Apple. Il était vraiment jamais trop tard pour bien faire. Apple avait besoin de ce produit 7 pouces parce que, on l'a dit, Amazon, Google avec les produits Nexus avaient fait une entrée fracassante sur ce marché et ont démontré, malgré ce que pensait Steve, qu'il y avait vraiment de la place pour ça. Donc on se donne rendez-vous après Noël. Moi je pense qu'Apple va faire un carton. On fera les comptes. Ouais, parce qu'il est vraiment. Il n'était pas dispo hier à l'Apple Store du Louvre. C'est une preuve. Il est en rupture de stock. Ouais, c'est une preuve. Oui, ils sont en rupture. Ils sont tous en rupture. Voilà, Le gars disait revenez peut-être demain ou après-demain, alors on n'en a plus. Ouais, exactement. À différence qu'avec les années précédentes, alors qu'une personne qui voulait un iPad était obligée d'avoir un iPad, il n'y avait quasiment pas d'alternative. Aujourd'hui, il a des alternatives à l'iPad mini et moins cher. Donc le fait d'être pas suffisamment présent, peut-être en nombre d'unités pour Noël, c'est certainement un handicap pour Apple. En tout cas, ça a inspiré Steve Cartoon, encore une fois, notre caricaturiste de talent. Regardez cette image. La quête d'un iPad mini avant Noël, effectivement, il n'y en a pas, on ne sait pas. Arrêtez de me dire la même chose, achat express ou pas. Bref, apparemment, il illustre bien. Apparemment, oui, il essaie de s'énerver avec elle, mais il n'y arrive pas. Je crois que je me Cédric un grand tease. On pense très fort à Cédric qui est en vacances, qui est toujours du côté de la belle province, c'est là-bas, du côté du Québec, et qui va nous revenir en pleine forme, du moins on le souhaite, parce qu'il fait froid quand même là-bas. Je sais quelle drôle d'idée, mais bon, passons. Grande absente de ce lancement de l'iPad mini, on l'avait remarqué dans le public, mais pas sur la scène, et on se demandait bien pourquoi. Il s'agit bien sûr du papa d'iOS, du papa de Plan et du papa de Siri, à savoir Scott Forstall. On a appris quelques jours seulement après le lancement de l'iPad mini, à savoir le 29 octobre, son limogeage, du moins sa mise au placard jusqu'à la fin de l'année, par Tim Cook. Il aurait refusé de signer une lettre d'excuse qu'a publiée au mois de septembre. J'ai oublié de vous en parler dans le mois précédent, mais maintenant c'est rattrapé. Une lettre d'excuse où Tim Cook s'excuse tout simplement du ratage de Plan. Il a même déclaré qu'ils avaient merdé depuis dans une interview. C'est une personne, monsieur, très décrié, Scott Forstall, et notamment par son ennemi intime, à savoir Tony Fadell, le père de l'iPod, qui était en concurrence avec Forstall au sein d'Apple pour la conception d'iOS, s'est exprimé au micro de la BBC, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec son ancien collègue. Petit rappel des faits en images. Well, I think we know what really happened. So Scott got what he deserved, and we move on. I think Apple's in a great place. Actually, if you read some of the reports, people were cheering in Cupertino when that event happened. I think Apple's in a great space. It has great products, and there are other amazing people at the company, and I think those people actually have a chance to have a firm footing now and continue the legacy that Steve left. Voilà, messieurs, ce qu'on appelle un enterrement de première classe. Monsieur X, une réaction? Ce qu'on pensait être une rumeur, à savoir que Scott Forstall était une tête en bois et qui faisait, entre guillemets, chier tout le monde chez Apple, s'est révélé être vrai. Et effectivement, Tony Fadell, même s'il n'est plus chez Apple aujourd'hui, lui a fait un enterrement de première classe. Alors, effectivement, Apple n'a pas réussi Maps, et Scott Forstall en est responsable, puisque c'était sous sa coupe. Je pense aussi que ça a servi de prétexte, ou ça a servi de levier à Tim pour pouvoir s'en débarrasser et retirer ce kyste dans la succession de Steve. Voilà, et ça, il faut aussi se souvenir que ça s'est fait à un moment où en plus Tim a annoncé que les activités, en tous les cas la supervision du design d'interface de iOS et macOS allait être pris par Jonathan Ive. Et c'est une vraie direction qu'a donné Tim à ce moment-là, dont on attend, nous, en tant que Mac fans, beaucoup, parce que a priori Jonathan Ive porte une vision épurée et très fonctionnelle du Mac, que ce soit son matériel et son logiciel, dont s'était éloigné un peu Scott Forstall. On comprenait plus bien la cohérence de ce qu'il faisait, avec les fameuses interfaces qui ressemblent à des produits en vrai dans la nature, le scomorphisme. Et puis, en plus, il y avait plein de choses qui poussaient plus, qui étaient au cœur du Mac, comme les logiciels iLife. Et bon, alors on en demande sans doute trop, mais on espère que ce départ est
et l'arrivée à la supervision de Jonathan, qui reprend en fait une vision de la conception du Mac complète, matérielle et logicielle, va permettre d'aller de l'avant. On a juste un peu de doute sur le rythme à laquelle ça va se faire. Je pense qu'il va falloir malheureusement du temps. Pendant ce temps, messieurs, on en parlait dans le petit sommaire, alors que les têtes tombent à Cupertino, on serre un petit peu les fesses du côté de Redmond avec le lancement de la nouvelle génération de Windows 8. Alors bien sûr, on l'a remarqué dans cette émission, hein, c'est le choix du tactile, on en rêve du côté Mac, du moins de mon côté. On l'a dit aussi lors d'une émission entière qu'on lui a consacrée avec Julien Jay de Clubic, que c'était un pari risqué parce que c'est une vraie rupture en termes d'habitude et en termes d'interface avec des millions d'utilisateurs. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir votre vision du PC. On sait que le marché du PC va mal en ce moment. Hein, j'ai quelques chiffres à vous donner. Et que Windows 8, c'était un petit peu le sauveur. On l'attendait comme le Messie pour endiguer le ralentissement de ce marché. Alors, les ventes d'ordi personnels devraient baisser en 2012. C'est une première depuis l'an 2001. Et toutes les entreprises du monde PC ont des difficultés. Peut-être pas, mais en tout cas, voient leur chiffre d'affaires en net baisse. C'est le cas de Microsoft, moins 21% de baisse. Des reventes en recul de 8%. C'est le cas d'AMD qui restructure avec la suppression de 2600 emplois. AMD, le fabricant de chips, pas de chips. C'est moins drôle. C'est quand même 150 millions d'euros de pertes. Le cours d'Intel qui est en chute de 14%. HP qui perd la première place des constructeurs de PC, ça ne va pas bien du côté du PC. Est-ce que la vision est en train de s'éteindre, en train de disparaître et que celle de Steve Jobs, l'ère du post-PC, est en train de s'affirmer? Votre réaction? Est-ce qu'on renouvelle plus facilement un PC plutôt qu'un téléphone, étant donné qu'on peut faire plus de choses sur un smartphone et maintenant sur des tablettes, qui devient plus qu'un objet de complément, qui devient même parfois un objet de substitution? Combien de fois, je ne sais pas, ça peut vous arriver, vous avez remplacé votre ordinateur par votre tablette, et ce qui se passe avec les PC aujourd'hui, je pense que le renouvellement n'est pas aussi évident, voilà, à moins qu'on ait vraiment des grands besoins, mais ça n'existe plus. Mais ce qu'a fait Windows, c'est vraiment un véritable risque. Hein, ouais. Une énorme prise de risque. On parlait de Scott Forstall tout à l'heure, mais là, Steve Ballmer est en première ligne, surtout que le patron de la division Microsoft est parti entre-temps. Donc, c'est lui qui sera tenu responsable en cas d'échec de Windows 8. Fanny, Rodrigo, une réaction à l'arrivée de Windows 8 et j'irai à l'extinction de la race PC. Est-ce que vous y croyez? Donc là, est-ce que ça va rester cantonné peut-être au monde du travail? Oui, je pense qu'il y a des boulots où tu auras toujours besoin d'une machine extrêmement puissante, etc., que tu l'auras pas forcément sur une tablette ou sur un petit portable. Donc je pense pas que le PC est voué à disparaître. Après, c'est les usages. Sauf si Surface fonctionne. Alors, ouais, quoi. Bon, là, la vision de Microsoft, rappelons-le, la vision de Microsoft, c'est celle d'une machine hybride, ni une tablette ni un PC. Le PC, c'est aussi une tablette. Ce sera un PC. Tu auras les PC avec écran tactile qui auront une ergonomie plus pratique pour tout un tas de choses, mais avec toujours, je pense qu'on gardera la souris ou en tout cas des tablettes graphiques pour les infographistes, tout un tas de choses comme ça. Mais après, là où ils se sont plantés, en effet, c'est avec le Windows RT. Moi, je pense que ça a été une grosse erreur de marketing et d'interface. Windows RT, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la version tablette de Windows qui ne tourne que sur puce ARM, la même génération de puce qu'il y a dans la plupart des tablettes aujourd'hui ou dans les smartphones, et qui n'est pas compatible avec les logiciels qui tournent sur les PC d'aujourd'hui. Donc on peut croire qu'on a finalement la même interface que sur l'ordinateur, et en fait, c'est pas le cas. Et donc, du coup, on est une tablette qui est plus ou moins bridée par rapport à ce qu'on attendait. Donc, je pense que ça a été l'erreur tactique. Après, ce qu'ils ont fait entre les Windows Phone, et les ordinateurs et les tablettes, je trouve que c'est assez fort, c'est assez propre, et que les tuiles, on en a longuement parlé dans les émissions précédentes, mais ça en termes d'ergonomie. C'est une vraie nouvelle ergonomie, et il y a une vraie utilité à ça. Il faut que ça se mette en place, mais je trouve que ça fait clairement plus moderne que ce qu'on a actuellement sous Mac. Au-delà de la notion de PC en elle-même, tu penses qu'effectivement l'ère post-PC va se généraliser, franchement? En PC domestique, c'est certain, en tout cas. Pour le PC professionnel, pour les serveurs, on va pas mettre des Mac pour héberger nos sites. Hein. Non, oui, c'est clair. C'est pas difficile, de toute façon, on est sur du loisir dans le domestique, et tout ce qui est multimédia et loisir, la tablette le fait clairement. Surfer sur Internet, lire ses mails, regarder des vidéos, écouter de la musique, voilà, c'est plus léger, c'est plus pratique. Un peu comme les consoles de jeux qui ont mangé beaucoup le marché des jeux vidéo sur ordi, en fait. Voilà, alors qu'avant, on jouait sur des ordinateurs. Moment, et puis là, on voit aussi que les tablettes sont en train aussi de piquer le marché des consoles de jeux vidéo, parce que ça s'adapte aussi. Donc voilà, ça bouge, et ça, clairement, en effet, ça va bouffer ce marché-là.
Le problème du PC, Olivier, c'est qu'ils ont plus vraiment de marché de valeur. Bon, on a tous encore des PC au bureau, à commencer par moi, mais mon entreprise serait plus riche qu'elle ne l'est, et tu laisserais le choix aux employés. Ils auraient tous un Mac au bureau, hein. Ils n'auraient pas un PC. Le PC est encore là en entreprise pour les postes de travail que pour les questions d'argent, c'est une bonne raison. Mais tu fais plus d'argent là, et puis il restait des niches de valeur. Alors les stations de travail, c'est vrai, là il y a toujours un problème d'argent, mais une fois de plus, tu pourrais prendre un Mac, tu prendrais un Mac, et puis le jeu, qui a un énorme marché pour le PC. Mais il est très concurrencé par les consoles, comme disait Fanny. Et puis il y a autre chose dont je suis sûr que ça va arriver, et on n'y est pas encore, c'est qu'il n'y aura plus besoin dans les années à venir d'un gros PC pour jouer. Donc toutes ces histoires de cartes graphiques, processeurs et mémoire et disques durs, parce que le futur du jeu, c'est la location de jeux en ligne, et c'est le réseau qui va travailler, et l'ordinateur ne sera plus qu'un réceptacle. Et ces services arrivent petit à petit, même s'ils arrivent moins vite que je ne pensais. Donc la seule chose dont tu auras besoin chez toi, si la tablette n'est pas l'endroit où tu veux jouer, c'est un très très grand écran. Voilà, ou tu passeras directement sur la télé. Donc ils ont du souci à se faire au niveau de l'architecture PC, parce qu'il n'y a plus de marché de valeur pour l'architecture PC telle qu'on le connaît. Donc il y a urgence chez Microsoft, mais moi, Windows 8, je trouve que c'est vraiment, pour mettre ma petite touche, un mouvement très audacieux, et je leur souhaite beaucoup de succès. Je pense que de ce point de vue-là, ils le méritent. Oui, c'est vrai que c'est une belle prise de risque. Alors, je vous rappelle notre concours organisé par notre partenaire Cobus pour remporter 10 abonnements de 3 mois à l'offre hi-fi intégrale, qui offre une qualité d'écoute CD digne du CD en streaming, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Il est temps de passer au dernier mois de l'année. Enfin, l'émission a été longue, le mois de décembre. Décembre est le mois de l'iMac, dont la nouvelle version spectaculairement affinée est enfin disponible. Des machines qui créent la surprise, car les premiers modèles en circulation sont assemblés aux États-Unis, mais aussi en Europe. Apple relocalise sa production, comme le confirme Tim Cook dans 2 interviews accordées à de grands médias américains. Alors on l'a dit messieurs dans le sommaire, enfin du nouveau côté Mac avec un nouvel iMac, mais plus que le nouveau design, plus que les nouvelles performances, même si nous à la rédaction d'I-Create on n'a pas trop aimé les performances de l'entrée de gamme de l'iMac, on était même carrément un petit peu déçus. La meilleure nouvelle, elle était cachée sur cet iMac, elle était inscrite sous le pied de l'iMac, à savoir une petite notation, une petite citation qui disait que le produit était assemblé aux États-Unis et les modèles que nous avions reçus nous à la rédaction d'I-Create étaient carrément assemblés en Irlande à Cork. Alors ça c'est vraiment une surprise de la part d'Apple, mais une décision qui est très symbolique et certainement très politique de la part d'Apple, dont l'image est de plus en plus malmenée dans les médias et dans l'opinion publique, et parfois à très juste titre, il faut bien le reconnaître. On l'a encore vu avec la diffusion sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial d'un reportage sur Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple. Bref, messieurs, Apple est de plus en plus attaqué et Tim Cook se devait de réagir. Par rapport à Foxconn, là, justement, ce reportage, pour avoir vécu 3 ans en Chine et avoir fait pas mal d'usines à Shenzhen, etc., faut savoir que c'est culturel. On attaque beaucoup Apple là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a une espèce de service militaire, entre guillemets, pour les jeunes femmes, entre autres des contrées très pauvres. Hein. C'est encore le Moyen-Âge en Chine, dans certains coins. Et on les fait venir volontairement pendant 2 ans et le salaire est reversé aux familles pour pouvoir financer le déplacement, mais en échange, ils ont le droit de se cultiver. Chez nous, ça paraît de l'esclavage, tout ce qu'on veut. Là-bas, c'est pas si grave que ça en a l'air, en fait. Voilà. Disons que il y a un vrai fossé culturel, en fait. Voilà. Clairement. C'est vrai et que quand on le vit au quotidien, et que les pratiques. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été montré à l'écran, qui est très choquant la façon dont ça a été présenté, mais aussi très exagéré sur certaines choses. Après, c'est pas des conditions qu'on tolérait chez nous, en effet. Non, mais ce qui est bien sûr que c'est choquant ce qui a été montré, et à juste titre. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que l'ensemble des entreprises high-tech, et bien au-delà de l'high-tech, font la même chose. Alors, ce n'est pas une excuse pour Apple, absolument pas. Bien au contraire, il faut le condamner. Mais voilà, il ne s'agit pas de boycotter une marque plutôt qu'une autre. On boycotte toutes les marques, mais pas seulement une seule. C'est ça qu'il faut se dire. C'est un peu ça, ouais. Ben oui. Bref, on le disait, l'image d'Apple s'est détériorée. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas le sentiment qu'elle s'est particulièrement détériorée cette année et que quelque part on associe dans l'imaginaire collectif Apple de plus en plus à ce que était Microsoft dans les années 90, le fameux, souvenez-vous, ogre de Redmond. Monsieur X. Non, je ne crois pas, il ne faut pas exagérer. Moi, je me rappelle une anecdote qui m'est arrivée cet après-midi.
j'ai fait une réunion de travail avec la directrice de la communication d'une entreprise cet après-midi. Voilà. Et je suis arrivé à son bureau. Bon, elle a ouvert son ordinateur. Bon, j'ai ouvert mon Mac. Voilà, ça a duré 2 minutes. Et comme dans 9 fois sur 10, elle m'a dit, mais dans ton entreprise, vous travaillez avec des Macs, vous avez le droit de le faire, vous avez l'argent pour le faire. Bon, je lui ai expliqué que c'était mon Mac perso quand même, et qu'en machine normale, j'avais un Dell, mais le pouvoir d'attractivité, il est toujours là. Après, la différence, c'est qu'il n'y a plus qu'Apple qui est comme ça. Avant, Apple était seul avec ce pouvoir d'attractivité. Samsung a un pouvoir d'attractivité réel, maintenant. HTC en a eu un petit peu, on n'y est pas encore tout à fait, mais voilà, Apple se battait tout seul sur le ring. Aujourd'hui, il y a des challengers sérieux, et quasiment sur toutes les lignes de produits d'Apple. Donc, forcément, ça équilibre le paysage de plus être tout seul. Moi, j'espère que ça va permettre à Apple d'arrêter de se regarder le nombril, de réfléchir un petit peu, et de savoir comment, en termes de communication et de gestion de sa marque, ils peuvent repartir. Il n'y a qu'une chose qui me déçoit, et je vous laisse la parole, en termes de communication et en termes de marque, que je trouve qu'ils font vraiment bien moins bien depuis 2 ans, c'est les pubs, et ça, c'est une horreur. Moi, dans mon imaginaire d'Apple, il y avait les produits et les publicités, et ça, c'était un tout, et j'attendais autant les nouveaux produits et que les nouvelles publicités. Au niveau des nouveaux produits, je suis pas déçu, mais une fois de plus, je suis pas objectif. Par contre, au niveau des pubs, on s'embête avec Apple depuis 2 ans, mais on se fait chier, mais comme devant de la télé-réalité. Pas celle des iPod, pas celle des iPod. Ouais, entre les pubs des c'est Genius très consensuel quand même. dans les avions, c'est super chiant. Les pubs d'iPad, elle n'a pas duré très longtemps, ils ont arrêté de suite. Les pubs d'iPad depuis 2 ans, c'est la famille parfaite, avec le père qui appelle les enfants, et FaceTime depuis la chambre. Mais revenez à ce que vous avez fait et qui a nourri votre marque, des pubs qui faisaient parler de vous, que ça soit I Am a Mac, et que ça soit toute la série de pubs pour les iPods. Et là, sur les pubs, ils ont vraiment perdu leur mojo, et il est temps de passer un coup de balai. Alors, Rodrigo et Stéphane, est-ce que vous pensez qu'Apple a perdu son mojo, a perdu son image de marque en or massif qui l'a caractérisé depuis tant d'années ? Pour la plupart des gens, que ce soit la capitalisation boursière, le nombre de produits quand même qui sortent chaque année, qui sont achetés à des millions d'exemplaires. Ça reste toujours un modèle pour la plupart des entreprises. Ça reste l'entreprise, quand on dit quelle est l'entreprise la plus innovante, on ne va pas citer celles qui ont été citées. Ça n'a pas été Dell, ni Lenovo, ni Cisco. Ça restera toujours Apple, avec peut-être en 2 Toyota ou Google. D'ailleurs, je vous encourage à regarder sur Business Week, sur le site de Business Week, il y a toujours un classement des entreprises les plus innovantes. C'est toujours Google qui est en tête. Google, pardon. C'est freudien. Voilà, c'est Apple, c'est toujours Apple qui est en tête, et c'est pas fin. Par contre, pour revenir sur ce qui se passe en Chine, moi, ce que j'ai noté bien sûr, j'ai vu le reportage, j'avais vu ce fameux long reportage dans Wired il y a un an. On a fait une émission l'année dernière déjà. Qui était exceptionnel comme reportage, qui était peut-être plus fort, je trouve, que même que ce reportage d'Envoyé spécial. Avec l'explosion de l'usine où il y avait, où ils fabriquaient l'iPad, où il y a eu plusieurs victimes. Oui. Et c'est ça. Et ce que je retiens, c'est que Foxconn, maintenant, pour éviter justement tous ces embêtements, a décidé de robotiser à très très haute. Je crois qu'ils vont mettre 1 million de robots, c'est ça, Fanny ? Je sais plus, 1 million de robots, je crois. Je sais plus, mais c'est énorme. Mais ça n'a pas l'air si facile que ça à mettre en place. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent faire pour plus avoir ces problèmes. Alors, Rodrigo, peut-on croire que dans la vraie volonté d'Apple, dans la volonté de Tim Cook lorsqu'il déclare qu'il veut changer les choses, est-ce qu'il y a un risque, selon toi, que Apple devienne une sorte de force obscure de la high-tech, comme était un peu Microsoft dans les années 90. Et en clair, est-ce qu'Apple est sincère dans sa volonté de changer les choses et de remettre les usines aux États-Unis et en Europe également ? Oui, je ne sais pas en fait. J'en sais rien. Ça fait partie des stratégies de communication probablement d'Apple, mais également peut-être d'une volonté réelle. Je ne sais pas du tout. En revanche, comme c'est la plus grosse capille mondiale, c'est une boîte que tout le monde observe, ils sont obligés de faire quelque chose. Ne fût-ce que par la valeur de l'action, c'est ça que tu veux dire ? Pas simplement pour l'opinion publique. De par leur taille, de par leur modèle, de par leur importance. Tu vois, ils ne peuvent pas juste dire on s'en fiche. Tu vois, ils sont obligés de jouer dans le sens.
On comprend peut-être mieux, Monsieur X, pourquoi Tim Cook a accordé comme ça coup sur coup 2 interviews. D'ailleurs, il a confirmé dans ses interviews l'ouverture d'usines aux États-Unis, qu'il est donc accordé coup sur coup alors qu'il n'y a pas de lancement produit. C'est très rare chez Apple des interviews en dehors des lancements produits. À NBC et au site de Bloomberg et de Businessweek, voilà, ça montre que Apple, aux États-Unis en tout cas, doit redorer son blason, Monsieur X. De ce côté-là, il y a une vraie. Tu parlais de réflexion de communication. Apparemment, ça commence à arriver à Cupertino, qu'il y a un problème et qu'il faudrait peut-être un peu se bouger. Oui, maintenant, je ne sais pas dire si ça tient de la correction et Tim essaye de corriger un certain nombre de mauvais reportages qu'on fait, qui pourraient avoir fait du tort à Apple. Non, il ne s'agit pas de reportage, mais c'est le bilan de l'année. De polémique, voilà. Ou est-ce que simplement Tim est un patron normal, ce qui n'était pas Steve Jobs. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et en 2012, quand tu es un patron normal, comme Tim, il y a quelque chose qui est important dans ta stratégie d'entreprise quant à la taille d'Apple, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'entreprise, au-delà de ta stratégie industrielle, mais qui est ta responsabilité sociale d'entreprise et ta responsabilité environnementale d'entreprise. Et je pense que Tim Cook, de par sa culture, est sensible à ça. C'est pour ça qu'il a essayé de faire des progrès sensibles sur la partie, on va dire, recyclage et image verte d'Apple en général. Il a beaucoup communiqué, il s'est beaucoup battu là-dessus. On parle de Foxconn et des relations d'Apple et de Foxconn, mais depuis déjà plusieurs mois, même plusieurs trimestres, Tim Cook essaye de faire une communication simple. Il a été en visite notamment là-bas. Autour des efforts qu'ils le font, il a été en visite là-bas, il a publié la charte de relations avec tous les fournisseurs d'Apple, donc je pense qu'il fait son job et que il prend en compte cette responsabilité sociale de l'entreprise dont Steve Jobs se foutait complètement. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu tard, ou surtout est-ce que c'est suffisant? Écoute, je sais pas. Moi, personnellement, je pense que c'est pas suffisant. J'en veux pour témoin une chose, le classement de Greenpeace sur les entreprises dites vertes d'un point de vue de leur conception, qu'il publie tous les mois. Et le sondage de novembre 2012 dit on a mis Apple au milieu du baromètre, je crois que je l'ai déjà dit, pas parce qu'ils font pas bien les choses, mais parce qu'ils ne répondent pas à nos questions, on n'arrive pas à les interviewer. Donc ça, c'est un peu antinomique avec leur culte du secret. Il ferait bien d'être plus simple dans leur relation avec les journalistes, plus simple dans leur relation avec les utilisateurs et remettre du lien. C'est la dernière grande entreprise du secteur du tech qui considère que la communication, c'est un émetteur là tout en haut, Apple sublime, et des clients tout en bas. Il n'y a pas de proximité. J'en veux pour témoin qu'Apple n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Quasiment pas. Pour conclure ce sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière apparition publique de Steve Jobs au mois de juin, avant qu'il arrête... Quand la conférence D8, c'est ça? Non, c'était quand il avait présenté les plans au maire de Cupertino. Oui, bien sûr. Les plans du prochain campus d'Apple. Le prochain campus d'Apple, je ne sais pas quelle date sera la livraison de ce campus, mais ce qui m'avait frappé, c'est que tout était plus gigantesque. Il y avait je ne sais pas combien de restaurants, combien il y avait d'employés. Une usine qui produit sa propre électricité. Et donc il y avait un truc qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient, je crois, je sais pas combien en plus d'employés. Je sais pas, j'ai plus les proportions exactes, mais ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait moins 90% de places de parking en moins dans le nouveau campus par rapport à celui actuel, alors qu'il allait y avoir beaucoup plus d'employés. Donc moi je trouve que c'était marquant. Et bon, après c'est un détail. Pour l'environnement, tu parles. Et oui, pour l'environnement. Ouais, voilà. d'accord. Donc, je pense que il ne se rachète pas une virginité seulement depuis ces derniers jours. Dernier mot concernant, pour conclure cette année-là, je me tourne vers Rodrigo. On le disait tout à l'heure en préambule de cette émission qu'Apple, à un moment donné, a affiché la plus grosse capitalisation boursière record au monde, aux États-Unis en tout cas, pas au monde. Et depuis, le cours a fortement baissé. Il est passé de $700 début septembre à $531 là tout récemment, ce qu'on appelle un sacré gadin. Comment tu peux exprimer ça tout simplement? Il y a une raison particulière qui exprime cette baisse, logique, ou au contraire, voilà, c'est la résultante de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, les délocalisations, la mauvaise perception de l'iPhone 5, d'iOS, et j'en passe. Écoute, si je pouvais prédire la bourse, je serais extrêmement riche. Si je m'en réfère à un certain nombre d'articles en ligne, en effet, ça a perdu de 700 à 500 à l'action, c'est énorme. Le PER, donc le multiple sur le résultat net d'Apple, est inférieur à 12. C'est très bas. Les boîtes de tech, on en a parlé souvent, sont plutôt à 15. Apple était à 15. Donc c'est bas. Ça vient d'où? Ça vient, alors il paraît sur les ventes un peu décevantes sur iPhone 5, ça je crois pas.
C'est pas forcément ça qui doit l'amener, même s'il y a une production de cash flow, tu vois, qui était dessus. Ce que l'on lit, c'est qu'il y a des projections sur des stocks trop petits sur les composants et que ça aura un impact sur la production, donc sur les ventes. Ça, c'est probablement beaucoup plus réaliste. J'ai pas la source complète, hein, c'est une analyse de Citigroup qui dit ça. Et puis également, effectivement, la concurrence d'un Samsung et d'autres. En clair, ils sanctionnent parce qu'Apple n'aurait pas la capacité de production nécessaire, c'est ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'iPad mini. La disponibilité des composants ne serait plus assurée pour leur permettre d'assurer la demande. Ça me semble... On sait que c'est la spécialité de Tim Cook. Oui, sachant qu'avant, il achetait des capacités sur 5 ans en investissant vraiment en milliards de dollars. En milliards. Effectivement, ça me semble être un argument possible. Bon, le downgrade est quand même n'est pas méchant, il passe à neutre, donc il ne dit pas acheter ni vendre, il dit juste neutre, mais ne serait-ce que ça a entraîné une chute. Je pense qu'il va y avoir une correction à la hausse à nouveau. Ouais. Est-ce que quelque part il n'y avait pas une bulle spéculative autour de la valeur Apple? Non, qu'il y avait pas... C'était avant que c'était totalement déraisonnable dans la manière de remonter cette action. Les PER sont tout à fait normaux. Oui, mais moi je ne suis pas économiste. Non, mais si tu regardes juste les actions, les multiples sont tout à fait normaux. Les projections pour cette belle boîte qui fait un chiffre d'affaires extraordinaire, qui a fait 150% de croissance, tu vois, sur l'année. Enfin, non, je pense pas que c'était spéculatif en tout cas, mais c'était probablement très anticipé sur plein de choses et que quand les gens revoient leur hypothèse à la baisse, ça baisse. Allez, le bilan de cette année, le mot de la fin, on va le laisser à notre Steph Cartoon national qui nous a réservé une petite surprise pour terminer l'émission. Vie ma vie de bénévole virtuel pour Refait le Mac. Oui, nous sommes tous bénévoles de Refait le Mac. Bilan donc de Steph Cartoon. Je le cite sans vouloir me vanter, je crois que j'ai apporté ce petit plus de finesse et de bon goût qu'il manquait à ce jeune podcast en devenir. Merci Steph Cartoon. Bien sûr, sans oublier cette infime touche spirituelle qui élève l'esprit au-delà de la conscience humaine. Bah voyons. Oui, j'aime bien la touche de finesse, la touche spirituelle, on en reparlera, il y a encore des progrès à faire. Avant de passer au concours avec notre partenaire Cobuzz, on va dire au revoir à Rodrigo parce qu'il doit nous quitter, donc bonne année Rodrigo, et puis si tu peux nous enregistrer les coups de camp, on laissera les glisser au montage avec notre monteur de talent, à savoir François Bontemps. Bonne année Rodrigo, et reviens-nous vite. Alors je vous donne 3 coups de cœur quand même pour finir l'année. J'ai rencontré une jeune femme qui lançait des peluches pour iPad absolument magnifiques, ça s'appelle Ubuli, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petites peluches. Pour l'instant, on peut les acheter qu'en petit, dans lequel on met un iPhone. Ça ne parle qu'anglais pour l'instant, mais c'est génial parce que les enfants peuvent jouer avec la peluche et l'iPhone. Il y a une appli qui répond et tout ça, c'est super mignon. Et il y avait le proto de la même peluche pour iPad. C'est super chouette. Donc Ubuli, IBOOLY.com, c'était très très rigolo. Une appli qui a été l'appli de l'année chez Apple, que moi j'ai découvert que ces derniers jours, je pense que je suis un gros naze. Paper, vous connaissez ? C'est comme un petit cahier en Moleskine sur lequel on dessine. Le business model, très bien. Le business model est très très clair. On a qu'un stylo, on peut en acheter plein d'autres, plein de couleurs. C'est super. C'est sur 53.com/paper. Je vous le conseille, c'est très très chouette. Vos enfants vont adorer. Et puis, si comme moi, vous discutez souvent avec des développeurs qui ont des applis qui ont été soumises à l'App Store, qui n'ont pas encore été validées par Apple et que vous ne pouvez pas les tester, comment vous faites? On s'échange des trucs compliqués, genre UDID et tout ça. Pour ça, il vous faut une appli qui s'appelle testflightapp.com. Et Testflight, c'est top, ça permet de tester ces applis et de les partager. Bonne année! Ciao. Bonne année Rodrigo, je sais pas comment on va faire mais bonne année. Alors, question prospective, qu'est-ce que vous sentez arriver pour l'année qui vient? Tim Cook a parlé dans l'interview dont on parlait tout à l'heure dans Business Week et dans NBC de l'arrivée providentielle d'une possible télé, je le cite. La télévision c'est un marché pour lequel nous avons un intérêt immense, nous pensons qu'il a été laissé en retrait. Allez, logiquement c'est pour cette année cette télé, surtout que on l'a vu, il y a une fenêtre de tir là, dès le mois de mars, puisque logiquement, la mars était réservée à la mise à jour de l'iPad. Là, on peut penser qu'il n'y aura pas un iPad 5 6 mois après l'iPad 4. On ne sait jamais avec Apple par les temps qui courent. Bref, cette télé, c'est pour 2013 ou pour jamais? Déjà. Vas-y, Fanny, pardon. Non, mais moi, il serait temps qu'ils y arrivent à cette télé parce que ça s'active dans tous les sens chez les constructeurs et autres. Et bon, je sais pas de cette télé, mais en tout cas, ça va bouger. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'annonces autour du monde de la télé au CES au mois de janvier. Et j'y serai pour voir tout ça. Donc, je leur souhaite d'y aller vite fait. Oui, il ne faut pas trop tarder parce que c'est vrai que la concurrence se prépare à l'arrivée d'Apple. Monsieur X, il faut aujourd'hui un nouveau relais de croissance pour Apple. Il est attaqué sur ces marchés entre guillemets historiques, même s'ils sont là que depuis 5-6 ans pour la téléphonie et même pas 3 ans pour l'iPad. Il faut trouver peut-être simplement un nouveau relais de croissance. Et c'est peut-être là que va arriver l'innovation, dans une nouvelle manière d'incarner un produit comme la télévision.
Oui, moi je pense qu'on ne sait jamais ce qu'Apple va faire en termes de produits très exactement. Maintenant, je pense que la direction stratégique d'Apple, on la connaît, et elle est simple, elle s'appelle Sony. Steve avait toujours dit que c'était son exemple, et Apple a toujours essayé d'aller sur les marchés que Sony occupait ou que Sony avait déchiffrés. On pourrait reciter l'iPod et le Walkman. Et il y a deux choses qu'a su faire Sony par le passé magnifiquement, c'est la télé et le jeu. Et moi, je suis persuadé que c'est les deux directions stratégiques sur lesquelles réfléchit Apple. Voilà, et j'espère que ça va se concrétiser sur un des deux. Vraisemblablement, la télé, ça ferait plaisir à Cédric, et puis ça me ferait plaisir aussi, parce que je sens que ma télé des Philips a des petites faiblesses, et qu'elle a besoin d'être remplacée. Bien. Voilà. Au-delà des prédictions, parce qu'on sait... même s'il y a des grandes lignes, des grandes tendances, on sait qu'il y aura un iPhone, on sait qu'il y aura un iPad, on sait qu'on aura probablement des nouveaux MacBook Air, on sait, voilà, tout ça. Pour avoir du Retina à tous les étages, ouais. Bon. Voilà, on sait qu'il y aura des choses, des évolutions et tout, mais bon, c'est vrai que quand on écoute un petit peu, on écoute on refait le Mac, on relit un peu les différents papiers. Ce qui s'est passé les 2 dernières années, il n'y a rien eu vraiment de crazy, comment dire, de fou fait par Apple. Il y a eu des évolutions qu'on peut pas faire. Ça montre grain de folie, quoi. Voilà, et si peut-être Apple veut faire des choses un peu en grand, c'est qu'ils mettent un peu de folie. Et moi, je sais pas, je dirais un truc. En effet, la télé viendrait. Et en fait, tout ce qu'on fait depuis des années maintenant avec un iPhone, puis un iPad, puis les iPad mini, en fait, que l'arrivée de Siri aussi, tout ça, peut-être que cette télé en fait serait une télé sans télécommande, commandée uniquement par la voix. Que les télécommandes, il n'y en aura pas dans la boîte de livraison, parce que nos télécommandes, on les a déjà depuis plusieurs années avec nos téléphones et nos iPads, et qu'en fait, tout ce qu'ils avaient préparé depuis des années, c'est en fait purement machiavélique pour qu'on ait tous les appareils connectés qui seraient tous des appareils Apple, et que voilà, et bon, si c'est un truc fou comme ça, je pense qu'ils arrivent à mettre ça au point, ce serait top. Bon, j'ai juste un bémol quand même, c'est juste quand on achète la première version d'un appareil Apple, ils ont un peu les dindons de la farce, donc je ne sais pas si j'achèterai la première télé. Attendez l'Apple TV 2. Est-ce que vous pensez, et puis surtout il va falloir mettre d'accord l'ensemble des ayants droit, l'ensemble des câbles opérateurs, des chaînes de télévision, ça, j'en souhaite bien du plaisir, c'est un marché titanesque. C'est un chantier titanesque. Dernière chose, est-ce que vous pensez, parce que c'est un reproche qu'on fait à Apple, que Apple devrait accélérer le rythme en termes de sortie, s'aligner sur la frénésie, la fréquence de sortie des constructeurs coréens. Est-ce que vous pensez que c'est une piste pour l'avenir ? Non, moi je repense souvent à un truc. Un truc, c'était Nokia, je crois pendant un moment, sortait 51 modèles de téléphone par an pour correspondre un peu pour répondre à tous les besoins, toutes les cibles, tous les segments, toutes les populations. Et on voit où ils en sont aujourd'hui. Apple n'en sort qu'un, et pourtant, si on demandait d'échanger son Nokia contre un autre Nokia, éventuellement on pouvait le faire si on avait une couleur qui était rigolote. Et on pouvait le faire. Si par exemple on demande à chacun de changer son iPhone, personne ne refuserait. De par l'ultra personnalisation qu'on a. Si je m'étais à faire sortir 2-3 modèles par an, bah dis donc, je sais pas si on aurait ce même réflexe, quoi. Dernière piste, Monsieur X, peut-être, et je sais que c'est un peu votre cheval de bataille et votre théorie. Apple a besoin d'un produit entrée de gamme performant, sexy, qui soit pas un modèle haut de gamme qui soit descendu en gamme. On pense bien sûr à un iPhone d'entrée de gamme, c'est votre dada. Là, cette année, c'est maintenant ou jamais, quoi. Sinon, le 4 et le 4S, il fait beaucoup moins rêver les gens aujourd'hui. Ouais, alors des dadas, j'en ai plusieurs. J'ai l'iPhone Nano, parce que le marché de l'iPod n'a pas disparu, mais est en train de disparaître. Il faut se rappeler que l'iPod, c'était le premier produit qu'Apple mettait dans les mains des enfants, et ça les picousait à la marque Apple, et une fois qu'on a eu un produit Apple entre les mains, on a envie d'en avoir un deuxième. L'iPod va perdre ce rôle très rapidement, et il faut qu'il le remplace par autre chose. L'iPhone Nano est le produit idéal, ils ont tout pour le faire, faites-le. Mon deuxième dada, même si t'en parles pas, je vais le lire quand même. Vas-y, Coco. Et je souhaite qu'Apple reprenne cette direction. Ils ont le talent, ils ont l'argent pour le faire, et ils ont le devoir de le faire, plus de solutions logicielles dans macOS 10. Ressortez iLife de la torpeur dans laquelle vous l'avez mise, et réinvestissez dans ce que le Mac a toujours été, un outil pour créer. Or, vous ne faites plus rien là-dessus. La seule chose que vous faites, c'est un App Store pour que les autres vendent leurs applis. Redonnez-nous des applis pour créer et que le Mac soit différent. Et puis voilà, et le reste, j'en parlerai dans mes coups de cœur. Avant de passer à nos coups de cœur, un petit à la question du concours de notre partenaire Cobuzz. La réponse au concours de la semaine dernière de notre partenaire Libon pour remporter 40 abonnements d'un an pour téléphoner gratuitement en voix sur IP avec votre iPhone dans le monde entier. Attention, roulement de tambour, les gagnants ils sont 40, alors suivez bien.
Paolo Dudek, Messi Ali, Nano, The Little Idiot 4, Stéphane Tuison, Adrien XP3, Bitoons, Théophile Bouty, Loli Le Life, Maxime Chambaud, TM23MT, Le Cardinal, Mini21 LOL, Momo Faux Blog, GH12341, sympa celui-là, Muad'Dib 1972, votre date de naissance, Thibaut Prévost, Aresh Killer, Chris Aigron, Julien Quenin, Galou 63, Thibaut On, Attention 83, Angry Ralph, c'est presque terminé. Steven Apart, JB Borel, Franzim S, Ferraz, Johan, il faut m'aider les gars. LG First, Bamakad, Supa Oops, Baptiste Robert, Mathias Marper, Dref 13, Héron 73, Chtibili, Vincent Nassel, Omelette 05, Tartuffe et Dexter. J'ai pas entendu. Oui. J'ai pas entendu l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est Tartuffe. Ouais. Et tu sais quoi, Olivier, c'était quand même plus simple, hein, les concours de fin d'année, quand tu travaillais dans les pages cuisine de Corse Matin. Hein. C'était bien plus simple. Puis on avait moins de gagnants de ce temps-là. Il y avait moins d'arrobas dans les noms. Ouais. Je propose de passer au concours de la semaine avec notre partenaire Cobuzz. Cette semaine, notre partenaire Cobuzz, le site de téléchargement et de streaming musical haute fidélité, vous propose de remporter 10 abonnements de 3 mois à son offre de streaming hi-fi intégrale, une qualité d'encodage exclusive à Cobuzz, équivalente au CD. Pour remporter un de ces 10 abonnements, répondez à cette question. Combien d'exemplaires d'iPhone 5 ont été vendus lors du week-end de son lancement ? 2, 5 ou 10 millions ? Adressez votre réponse sur Twitter, associé à l'hashtag OURLM et Cobuzz. Bonne chance! Sympa de nouveau cette semaine, le concours de Refait le Mac, 3 mois offerts, sachant qu'un mois d'offre hi-fi intégrale de Cobuzz est facturé quand même 29 € par mois, donc ça vaut le coup. Allez, place au coup de cœur. Les derniers de l'année, on n'en peut plus. Allez! On refait le Mac! Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Écoute, allez, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, c'est ça. J'en ai pas beaucoup parlé cette année d'HTC. C'est le HTC. Non, c'est le HTC 8X. C'est un Windows Phone. Il est beaucoup plus léger que le Lumia 920. Grand écran, apparemment. Il est très très sympa. Ouais, bel écran aussi. Bon, pas beaucoup plus grand en fait, si tu veux, que le iPhone 5. Hein. Mais voilà, très léger, très confortable. C'est une belle surprise. Je ne l'ai pas eu tout de suite en test, qu'il est sorti déjà depuis un petit moment. Mais voilà, ça fait une semaine que je me balade avec. C'est un très très chouette Windows Phone. Si vous n'avez pas encore choisi votre téléphone pour la fin de l'année, vous pouvez encore vous jeter sur celui-là. Et mon deuxième coup de cœur, c'est mon intégration dans l'équipe ORLM, parce que j'ai trouvé ça super sympa d'être avec vous pendant ces 6 mois. Depuis ce deuxième trimestre. Et donc, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est pour ça que Fanny, aujourd'hui, j'ai mis un grand décolleté. Une espèce de dédicace pour toi. Voilà. Ah oui, là il faudra le décrypter celui-ci. Hein. Ouais, c'est le décrypter. Mais bon, tu sais qu'il a des goûts vestimentaires très particuliers, monsieur X. Donc c'est pour ça qu'on le crypte en fait. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas du tout pas qu'on veut qu'il soit pas reconnu, c'est parce qu'en fait ça va pas. Parce que c'est insupportable autrement en vision réelle. Merci Fanny, mais ça nous fait plaisir, tu le sais bien, et puis avoir un petit peu de charme dans cette émission, ça me change un petit peu de ces geeks là, j'en pouvais plus. Et souvent en plus ils sont barbus, suivez mon regard. Monsieur, quel est ton coup de cœur ce soir? Tes coups de cœur? Moi, mon coup de cœur, c'est un produit Apple, normal, toujours en fin d'année, que j'utilise maintenant, depuis 1 an. J'ai été un des derniers peut-être à l'adopter, mais j'en suis vraiment content. Ça m'a réglé des tas de problèmes, ça m'a simplifié la vie, et c'est pas vrai. Ouais, c'est le couple Time Machine, Time Capsule. J'ai tous mes Macs qui sont en backup dessus. Quel fanboy. Je faisais ça à la main avant, ça marche tout seul, j'y pense plus, j'installe, je réinstalle, c'est vraiment génial. Mon souhait pour l'année prochaine, c'est que j'ai la version 3 Tera. Tim, je voudrais une version 5 Tera si tu veux bien de Time Capsule, parce que là j'ai vraiment plus de place. Ça, c'était mon premier coup de cœur. Si vous l'avez pas adopté, vraiment c'est un produit Apple à prendre, c'est tout Apple là-dedans. De la simplicité, de la robustesse, c'est super. Mon deuxième coup de cœur, c'est faites une
une bonne action pour Noël. Alors, d'abord, vous allez donner 5 € au Resto du Cœur, of course. Et puis, vous allez donner aussi 5 € à Wikipédia. C'est de nouveau leur campagne annuelle qui a démarré. N'oubliez pas que Wikipédia, c'est gratuit et c'est un des seuls services Internet que vous utilisez sans plus vous en rendre compte tous les jours. Et ils ont besoin simplement de payer l'électricité des serveurs. Donc, n'oubliez pas d'aider. Et ça fait du taf. Wikipédia. Et puis, je finis après Wikipédia par un bonjour à une des dernières personnes à Apple France que je connais qui s'appelle Axel de la Chadonnette, que c'est un petit gars que j'ai embauché quand j'étais chez Apple et qui m'a annoncé cette semaine son départ de chez Apple France. Et je suis content pour lui parce qu'après 10 ans, il a appris plein de trucs et il fait ce qu'il avait toujours rêvé ou toujours dit. Il change complètement de vie et il retourne dans sa région de Toulouse natale, si j'ai bien compris, reprendre l'exploitation agricole de son père. Et ça va être un changement. Je trouve ça génial pour lui. Je sais qu'il continuera à bosser sur Mac et voilà. Axel, je t'embrasse si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes pas, j'espère que quelqu'un et lui te reconnaîtra. Ouais, c'est clair. Oui, je pense qu'on lui passera le message. Stéphane, ton coup de cœur ce soir? Alors, mes coups de cœur, en fait, c'est par rapport à cette année. Donc, j'ai vu que Google a fait une vidéo très drôle de review en reprenant tous les personnages qui ont eu du succès cette année en vidéo sur YouTube. Je vous laisse voir. Vous tapez Google 2012 review et ce sera assez drôle. Non, l'autre chose, j'ai regardé dans le meilleur de l'App Store en 2012, dans les applications les plus rentables, j'ai eu la surprise de voir qu'en tête, c'est-à-dire avant qu'il y ait les applications qui soient payantes, comme Pages par exemple, ou les jeux, il y avait une application faite par des Français qui s'appelle Le Kiosque en 3D. Le kiosque, c'est écrit L-E-K-I-O-S-K. Et en fait, c'est un kiosque en 3D qui se différencie des autres, comme Presse ou Oui, ça fait pas mal de mois. Oui, c'est là. Et en fait, je suis sûr. Ouais, et qui est un peu ancienne, mais j'ai dit que c'était la plus rentable de l'année. Et très originale par sa présentation. Voilà, et donc moi je dis que c'est pour une fois que ce soit une appli française qui devance un jeu qui s'appelle Clash et Clans, L'Âge de Glace ou Pages donc d'Apple. Je trouve ça bien. Cocorico, et j'espère que l'année prochaine il y aura plein d'entreprises françaises qui vont faire de belles applications qui vont nous surprendre et qui pourront faire un succès comme Angry Birds a pu le faire alors qu'ils sont sortis de leur Finlande natale. Voilà. Merci Stéphane. De mon côté, mon coup de cœur, c'est un produit qui est assez connu puisque c'est un objet connecté qui s'appelle le Fitbit. Voici la dernière version, c'est la Fitbit One. J'avais pas eu l'occasion de le tester. Donc c'est un podomètre qui mesure les distances les nombres de pas, les distances que vous parcourez, les nombres d'étages que vous grimpez, la consommation d'énergie, les calories que vous dépensez. Vous pouvez même aller sur le site et donner le repas que vous avez fait pour voir. Bref, c'est un coach de poche. J'ai trouvé ça très sympa et surtout très addictif. On prend surtout conscience qu'avec un peu de marche et d'exercice, ça suffit pour avoir une hygiène de vie pas trop mal. Voilà, pas besoin d'être un champion de footing pour pouvoir adapter ce genre de produit. Voilà, ça apprend à avoir une hygiène de vie et parfois les geeks de notre côté, on en a bien besoin. L'autre coup de cœur, il est d'ordre culturel. Il s'agit de TEN, c'est un concours qui prime 10 artistes en matière de création numérique. C'est Photolia qui fait ça. Chaque mois, le fichier PSD des lauréats 2013 est à télécharger gratuitement et ce durant 24 heures sur le site de Photolia. Le lien affichera à l'écran, photolia.fr/10. La première œuvre numérique exposée est signée de l'artiste argentin Gustavo Brigante. La composition s'appelle Au Travail. Elle sera donc téléchargeable gratuitement durant 24 heures au format PSD le jeudi 10 janvier 2013, toute la journée, 24 heures. N'hésitez pas à la télécharger. Voilà, on est arrivé. Ça a été dur. À la fin de cette émission d'On refait le Mac, merci de l'avoir suivi. Là, vous avez été courageux de l'avoir suivi là parce qu'elle est particulièrement longue. Vous retrouvez dès l'année prochaine Fanny pour la Fanny Party. Quel est le prochain rendez-vous, Fanny? Le 29 janvier au Hard Rock Café. Bien. On fêtera les nouveautés de début d'année. Très bien. Bien, merci Fanny. Vous retrouvez Monsieur X sur son Twitter, bien sûr, @TrueMrX, Stéphane Zibi sur son Twitter, @Stéphane Zibi, c'est bien ça? Non, Steph Zibi. Steph Zibi. C'est trop long, Stéphane. Ah oui, c'est trop long. Et quant à nous, et quant à moi, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité. L'audience continue à se développer, émission après émission. Merci. C'était pas forcément prévu, donc ça nous fait plaisir. Et on vous donne rendez-vous tout simplement à l'année prochaine. Bonne et heureuse année 2013. Au revoir.